avec Adrea. Adrea Mutuelle, santé, prévoyance, épargne, retraite. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Le candidat aux primaires socialiste Benoît Hamon était sur le site d'Ecopla à Saint-Vincent-de-Mercuse pour rencontrer les anciens salariés de l'entreprise iséroise. Ces salariés défendent toujours leur projet de reprise en SCOP. L'ancien ministre de l'économie soutient ce projet sur lequel la justice se prononcera le 5 octobre prochain. En Haute-Savoie, c'est un projet qui traîne depuis 20 ans et qui atteint maintenant les 70 millions d'euros, le contournement routier de Marigné. Un projet dénoncé notamment par une association de défense de l'environnement. Au-delà du coût, certains craignent aussi une hausse du trafic et donc de la pollution. Enfin, nous plongerons dans l'univers du dessinateur suisse Bernard Causé. Il s'est fait connaître avec les aventures de Jonathan dans les années 70. L'année dernière, sa carrière a pris un tour inattendu avec son album de Mickey, édité par le grenoblois Glénat. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale, dont voici les principaux titres. Les retraités dans la rue pour dénoncer le gel de leur pension indexée sur l'inflation. Leur retraite n'a pas augmenté depuis 3 ans et ils estiment que leur pouvoir d'achat a décroché par rapport aux actifs. Témoignages et analyses sur ce que gagnent réellement les retraités aujourd'hui en France. Et puis la voiture de demain fonctionnera peut-être à l'hydrogène. À l'occasion du Salon de l'Automobile de Paris, on vous dira tout sur cette technologie performante, mais qui a ses limites. Mais d'abord, cette nouvelle incroyable, il a neigé à Annecy, enfin presque, en tout cas suffisamment pour recouvrir l'immense tremplin qui sera utilisé par les riders du monde entier lors d'un festival qui commence demain. Plus de 10 000 personnes sont attendues à Annecy sur 2 jours. Reportage Serge Aurette, Christian Mathieu. Lui, c'est Raph, l'un des 3 organisateurs de ce super tremplin. Enfin, on appelle ça Big Air chez les Jones. Et vous allez voir, il a réponse à tout. Et simplement, en plus. Par exemple, comment vous avez fait pour fabriquer cette neige, hein, Raph? Le procédé, il est simple, c'est de l'eau avec de l'air en pression, très très fort, et derrière de l'azote pour refroidir le tout. Et en fait, on place différentes tentes sur la zone. Les tuyaux sont mis ensemble sous ces tentes. Ça fait de la pression avec la neige et ça fait des blocs de neige. Ensuite, eh bien, tout à la main, enfin presque. Un lissage maison avec les meilleurs shapers du monde, ça donne envie d'attaquer la saison. Enfin, on est quand même qu'en septembre et il fait 25 degrés. D'ailleurs, Raph, c'est pas très écolo ton truc là, hein. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Pour donner un ordre d'idée, on est à 1000 m3. 1000 m3, c'est un canon à neige, une nuit en station. Donc on parle d'environnement, d'écologie. Tout de suite, c'est sûr que ça fait peur, hein, la neige en ville à cette période-là. Par contre, quand on voit que des stations de ski sont capables de créer 100 nouveaux canons à neige d'un coup et les mettre tous tournés en une nuit, là, on se pose moins la question. Voilà. Ah, mais il a réponse à tout le bougre. Bon, en tout cas, le spectacle promet d'être beau, entre tricks basiques et évolution. Quoi? Vous n'avez rien compris? Le mieux, c'est de passer samedi à Annecy. Les riders seront dans la place pour un brin d'explication entre eux et avec vous. Un tout autre sujet à présent avec cette question. Quel avenir pour Ecopla? Cette entreprise spécialisée dans la fabrication de barquettes alimentaires doit être reprise par l'un de ses concurrents. Mais les anciens salariés se battent pour garder leur outil de travail et défendent un projet de reprise en SCOP. Aujourd'hui, ils ont eu le soutien et la visite d'un ex-ministre en campagne, Benoît Hamon. Reportage en Isère de Florine Heba et Vincent Abran. Donc on monte la bobine sur ce membrane, elle passe à l'intérieur. 2 heures de visite suivies de près par le collectif. Benoît Hamon a répondu à l'invitation des ex-salariés d'Ecopla qu'il avait sollicité lors de leur passage à la dernière fête de l'humanité. Même si les soutiens politiques se multiplient sur le papier, cette fois, le collectif s'inscrit dans une démarche plus stratégique. Objectif, faire passer le dossier à la vitesse supérieure. Pour avoir été ministre de l'économie sociale et solidaire et avoir travaillé sur des projets de reprise en SCOP, j'en ai vu beaucoup. Mais celui-là, pour avoir regardé, est robuste, solide, soutenu par toutes les collectivités, soutenu par le département, le préfet, des acteurs financiers solides. Il est financièrement solide et il n'y a rien, honnêtement, qui justifierait que ce projet ne soit pas retenu. Un avis qui donne encore plus de sens à la lutte du collectif, qui a sollicité ce candidat précisément, une initiative qui n'a rien d'une coïncidence. On n'est pas allé tout à fait par hasard le voir, ce monsieur. On savait qu'il avait déjà fait quelque chose pour une SCOP et qu'il avait réussi à ce que cette entreprise puisse réouvrir et que leur projet aboutisse. Oui. Cette entreprise est toujours ouverte, elle marche très bien.
Et voilà, donc nous, on aimerait faire pareil. Ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est que Benoît Hamon et d'autres ne viennent pas uniquement pour s'exposer, mais qu'ils usent de leur levier et plaident leur cause. On voulait que ce dossier sorte de la vallée du Grésivaudan, parce que si on restait là, c'était sûr qu'on était mort, quoi. On a eu des retours de syndicats dans la Meurthe et Moselle où ils nous disent mais comment ils ont fait. On a l'impression qu'Ecopla c'est une multinationale alors qu'on est un collectif d'une vingtaine de personnes. Et les gens nous demandent même faut qu'ils viennent nous former, quoi, parce que là ils ont réussi à faire un coup de com' impressionnant. À l'évidence, cette étape-là est plutôt réussie. Lundi prochain, ce sera au tour de Cécile Duflot de venir offrir son soutien. Pas de doute, la chasse aux voix est ouverte. Les ex-salariés d'Ecopla sauront donc mercredi prochain si la justice leur laisse le droit ou non de rester dans la course pour espérer reprendre leur entreprise en SCOP. Un incendie s'est déclaré ce matin sur la toiture du lycée Argouges à Grenoble à la suite d'un court-circuit. Un faux plafond. Les pompiers ont été alertés à 11h. 200 lycéens ont été évacués. Il n'y a pas eu de blessés. C'est dans le bâtiment des ateliers que le feu s'est déclaré. Le procès des braqueurs de Drumettaz a débuté aujourd'hui. Ce fait divers de 2013 avait entraîné un autre qui avait marqué les esprits. Le commando avait incendié sa voiture dans le tunnel de l'Épine avant de prendre la fuite. 4 hommes comparaissent devant la cour d'assises de la Savoie. L'audience d'aujourd'hui était consacrée à l'examen de leur personnalité. Reportage Céline Aubert, Franck Serroni. Des personnalités immatures et imprévisibles, c'est ainsi que l'expert les a décrits. 4 accusés, au casier long comme le bras, jusqu'à 20 condamnations pour le plus chargé. Des parcours chaotiques et des années de prison dès l'adolescence. 4 Isérois qui nient les faits farouchement. Mon client, depuis le début de cette affaire, depuis le premier jour, n'a pas changé de version. Il a toujours contesté formellement sa responsabilité. Il a été en capacité d'expliquer très précisément ce qu'il a fait ce soir-là, avec qui il se trouvait ce soir-là. Et il se trouve que les investigations téléphoniques qui ont été réalisées confirment ce qu'il a pu indiquer. 20 janvier 2013, le tunnel de l'Épine est ravagé par les flammes. Une vingtaine de véhicules bloqués à l'intérieur. En réalité, des braqueurs ont mis le feu à leur voiture pour couvrir leur fuite. Un commando qui venait de s'en prendre à 2 bijouteries dans un centre commercial de Drumettaz. Des hommes cagoulés et lourdement armés qui ont surgi, cassé les vitrines et menacé le personnel. Il y a un stress post-traumatique qui est là, qui est flagrant. Certaines ont repris le travail, ont essayé de s'en sortir en reprenant directement le travail. Mais ayant entretenu avec elles, je sais qu'il y a encore beaucoup de blessures, on va dire les choses telles qu'elles sont, même si elles ont essayé de les gommer. D'autres n'ont jamais pu reprendre le travail parce que c'est rigoureusement impossible pour elles. Donc il y a quand même des préjudices qui sont conséquents. Pour 2 des accusés, un élément a été souligné plusieurs fois par le parquet, leurs liens familiaux et amicaux avec la communauté de gens du voyage de Moirans, alors que le jugement du procès des émeutiers vient d'être rendu au tribunal correctionnel de Grenoble. Cela traduit la faiblesse de l'accusation, parce que ce dossier ne comporte aucun élément objectif d'appréciation concernant mon client et il est facile de le rattacher à cette communauté des gens du voyage dont on sait qu'elle fait l'actualité en ce moment. Les 4 accusés comparaissent pour vol à main armée en bande organisée et pour complicité. Ils encourent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, une association se bat contre le projet de contournement de Marigné. Ce contournement prévoit une augmentation de 12% du trafic dans une région déjà très polluée. Serge Vorette, Dominique Bourget. C'est un projet qui traîne depuis 20 ans et qui atteint maintenant les 70 millions d'euros. C'est surtout un projet qui a démarré avec l'acquiescement de tous, sauf le principal concerné, le maire actuel de Marigné, qui dénonce un projet d'une autre époque. Il existe des alternatives qu'il faut creuser et mettre en place. Et comme on a l'avantage et l'opportunité d'avoir une autoroute, il faut développer l'axe principal, cette épine dorsale qui est l'autoroute par des échangeurs. Et oui, utiliser l'existant, l'autoroute, et ne pas fabriquer une déviation qui viendrait embouteiller, si l'on ose dire, un peu plus encore cette moyenne vallée de l'Arve qui comprend déjà 2 routes nationales et une autoroute. Ça paraît tomber sous le sens. Sauf que le concessionnaire de l'autoroute en question déclare dans la presse que c'est impossible à faire. Mais le maire n'en démord pas, il a fait faire une étude par un cabinet privé et c'est selon lui tout à fait envisageable. Il a néanmoins été débouté. On aurait pu en rester là si l'association Environnement Blanc n'avait pas découvert avec effarement ce qui était écrit noir sur blanc dans la déclaration d'utilité publique de ce contournement. Dans le dossier de DUP, il est marqué, qui est vraiment noir sur blanc, que le projet
par rapport à la situation sans projet, augmentera la consommation énergétique de 15%, donc émettra 200 tonnes équivalent pétrole chaque année de plus en plein cœur de la vallée de l'Arve, qui n'a vraiment pas besoin de ça puisqu'elle a un grave problème de pollution de l'air. La vallée de l'Arve, qui, rappelons-le, fait partie des 10 zones les plus polluées de France et qui, à ce titre, bénéficie d'un plan de protection de l'atmosphère. Nous sommes donc dans une sorte de schizophrénie. C'est le conseil départemental qui est maître d'œuvre de ce projet, mais il n'a pas souhaité nous répondre avant une visite très officielle du chantier la semaine prochaine. C'est ce qu'on appelle un serpent de mer, l'aménagement de l'esplanade à l'entrée nord de Grenoble. Depuis plusieurs années, les projets se multiplient, mais rien de concret. Aujourd'hui, les choses avancent. 3 projets ont été présentés. Xavier Schmitt, Didier Albrand. Voici le faubourg de l'esplanade, 29 hectares à l'entrée nord de Grenoble. L'esplanade elle-même sert de parking gratuit et elle accueille chaque année une fête foraine, la foire des rameaux. Pour la municipalité, ce vaste espace est au cœur de l'aménagement du quartier. Nous avons donc décidé de conserver la grande esplanade, qui est un espace absolument d'une richesse incroyable, sur lequel on peut imaginer non seulement la foire des rameaux, mais un très très grand nombre d'activités et d'usages. Espaces verts, logements sociaux, commerce ou encore ouverture sur les berges de l'Isère, autant de points communs aux 3 projets d'aménagement. 3 scénarios établis avec des habitants. Cette démarche participative est baptisée co-construction. Les 3 scénarios qui sont proposés ici visent justement à permettre le débat. Ce sont 3 scénarios très différents, avec un certain nombre d'invariants, nous l'avons dit. Nous sommes clairs sur ce qui peut bouger, ce qui ne bouge pas. Mais il y a beaucoup d'espace pour le dialogue, beaucoup d'espace pour la co-construction. Le nombre de logements ou les équipements diffèrent selon les scénarios, mais pas la place laissée à la voiture. La circulation doit être dans tous les cas jugulée. Aujourd'hui, le flot de voitures tient sur un profil autoroutier, c'est-à-dire que nous avons une véritable autoroute, même si elle a été déqualifiée, maintenant c'est une route nationale, mais nous avons une véritable autoroute qui arrive à la porte de France. Donc cela n'a plus aucun sens aujourd'hui. Une deuxième phase de concertation est lancée jusqu'à la fin de l'année. Elle doit aboutir à un projet consensuel pour une réalisation d'ici à 2020-2030. Selon la municipalité, plusieurs centaines d'habitants ont participé jusqu'à présent à cette co-construction. Le centre grenoblois de l'IRSTEA fête ses 50 ans. Ce centre travaille notamment sur la prévention des risques naturels. Xavier Schmitt, Jean-Christophe Solari. De l'eau salée et du talc. Cette mixture a la consistance voulue pour reproduire les avalanches de neige. Une simulation très réaliste. L'IRSTEA dispose d'une base de données unique au monde. Des milliers d'avalanches alpines décryptées sur le terrain et en laboratoire. La cuve, elle permet de refléter la réalité, mais qu'une partie de la réalité, parce qu'on n'arrive pas à tout respecter nos critères de similitude, et c'est combiné avec une approche numérique. En fait, c'est un outil parmi d'autres qui est combiné avec une approche numérique pour répondre à une demande sociale qui est quel est le meilleur dispositif de protection pour une avalanche donnée. Un gros gâteau pour un anniversaire scientifique. L'IRSTEA fête ses 50 ans de recherche à Grenoble. L'antenne alpine de cet institut national cultive une analyse globale de la montagne et de son climat. Risques naturels, écosystèmes et territoires. Des stations de ski aux alpages. On va là aussi voir les effets du changement, alors que ce soit le changement climatique et tous les autres effets du changement, et voir aussi comment les gestionnaires peuvent s'adapter à ce changement, sachant qu'ils ont à la fois à faire avec une très forte variabilité du climat, de plus en plus forte, et aussi des changements à très long terme qu'ils ne sont pas capables d'anticiper. Voici des échantillons de sol prélevés à différentes altitudes dans les Alpes. L'analyse des éléments chimiques est une mine d'informations. Par exemple, le carbone. On sait qu'il y a des écosystèmes montagnards qui contiennent beaucoup plus, qui stockent beaucoup plus de carbone dans le sol comparé aux écosystèmes de plaine. Et donc, ce stockage est très important, notamment au niveau du changement climatique. Une maquette du nouveau refuge du Goûter sur le Mont Blanc. La simulation des tempêtes de neige en soufflerie a permis de positionner au mieux le refuge. Les expérimentations de l'IRSTEA ont des applications pratiques pour les professionnels de la montagne. On poursuit avec cette très bonne idée d'un chef d'entreprise au Savoyard. Il a créé près des bureaux de ses salariés un beau potager. Il faut dire qu'il a implanté son entreprise sur un terrain agricole. Ariane Combe, Christian Mathieu.
En costume-cravate, pour visiter un potager. Il n'y a pas de problème, vous pouvez marcher, hein, c'est fait pour. Hein. Sur son jardin, au cœur d'une zone industrielle, Michel Vignoux est intarissable. L'idée est née il y a 2 ans, quand il a construit le siège de son entreprise sur une terre agricole. On voulait construire un bâtiment, mais sans participer à cette disparition des terres agricoles. Il a alors embauché un horticulteur pour transformer les 1000 mètres carrés d'espace vert en potager d'entreprise. Il faut absolument qu'on change notre manière de cultiver, de produire des légumes, de produire notre nourriture. Il faut qu'on le fasse plus localement. Et il faut que toute la population soit associée, que la population revienne dans la nature, même si ce n'est pas facile au cœur d'Annecy, bien entendu. Mais dans les zones d'activité, dans les zones où on va travailler, tous ces espaces, on peut les utiliser. Un pari difficile à tenir sur des terres d'argile et de glaise, pas du tout adaptées. Effectivement, c'était un défi. Il y a des endroits où j'avais du mal à planter une pioche. Oui. Quand j'ai fait mes premières récoltes de pommes de terre, je récoltais en cailloux 10 fois le volume de pommes de terre. L'obstination du jardinier a porté ses fruits. Des courgettes, des figues, du raisin et même des espèces rares comme ces amarantes, très riches en nutriments. Au total, plus de 130 variétés sont distribuées aux salariés. Tu les as goûtées celles-là, les michourines? Non, t'as pas goûté. Hein. Allez. Une michourine, une tomate bleue. Les roses? Ah, celle-là? D'accord, ça c'est Oregon Spring. Allez, 420 grammes. Le jardin, pour l'instant, ne produit pas non plus en quantité, donc on se bat un petit peu pour avoir 1 kilo, parce qu'on est restreint. On nous bloque à 500 grammes, donc un peu de frustration. Mais bon, voilà, beaucoup de plaisir et puis surtout des échanges intéressants entre nous. On ne parle plus de politique, on parle uniquement de production, de jardin, de nature. Au-delà de l'initiative locale, modeste, la volonté de cette entreprise éco-responsable est d'essaimer. L'industriel voisin s'est déjà engagé à planter un verger. Notre sujet grande région nous emmène au milieu des vignes du Beaujolais où les vendanges touchent à leur fin. Les premiers coups de sécateur avaient été donnés le 17 septembre. Alors quel bilan tirer de ces récoltes après un printemps très orageux? Réponse avec Jean-Paul Savard et Cédric Le Poitvin. Il ne reste aucune grappe sur les ceps et pourtant cette parcelle de vigne n'a pas été vendangée. Elle a été détruite à 100% par les 2 orages qui au printemps dernier se sont déversés au-dessus de Chirouble. Et pourtant, son propriétaire récoltant a continué de l'entretenir comme si de rien n'était. Et une vigne qui est malade, fatiguée, il faut absolument la traiter pour qu'elle fasse des réserves cet hiver, pour redémarrer dans de bonnes conditions et essayer de sauver la récolte de l'année prochaine. Malheureusement, j'ai des collègues qui ont terriblement souffert aussi et qui ont décidé d'arrêter leur exploitation pour diverses raisons, surtout financières. Le prix des assurances est si élevé qu'en Beaujolais, 70% des parcelles ne sont pas assurées contre les intempéries. À Chirouble, 6 viticulteurs qui étaient déjà en difficulté ont dû déposer le bilan. Une entreprise qui est en bonne santé, quand il arrive une catastrophe comme ça, il faut 2 ou 3 ans pour se récupérer. Certains s'organisent. Certains franchissent le pas, certains vignerons franchissent le pas pour pouvoir acheter légalement du raisin à d'autres vignerons pour garder le commerce. À Chirouble, les orages du printemps furent très localisés. Les parcelles qui y ont échappé ont ensuite bénéficié, ainsi que tout le Beaujolais, d'un été exceptionnellement sec. Et comme les vendanges bénéficient aussi d'un bel été indien, globalement, la quantité reste au rendez-vous. Christophe Savoie a certes perdu 70% de sa production et finit ses vendanges plus tôt que prévu. Mais il y aura bien un cru Chirouble 2016. On aura un produit rare, mais on pense qu'il va être de très très bonne qualité. On a la finesse et la puissance, donc on est très content. À ce niveau-là, le 2016 sera une grande année pour nous. Le Beaujolais a vu passer l'orage, mais cette année, comme les autres, le vin sera bien tiré. Une belle initiative à présent, celle qui se déroule ces jours-ci au collège Munch de Grenoble. Un graphiste malvoyant originaire de Nantes a créé une fresque en braille avec des enfants eux aussi malvoyants. Une démarche artistique pour interpeller le public. Jean-Christophe Solari, Dominique Bourget. C'est une fresque avec plusieurs niveaux de lecture, des images contemporaines, contrastées, que ces élèves malvoyants perçoivent à peine, voire pas du tout. Une plaque en plexiglas qui donne une idée de leur vision. Et puis une phrase, écrite en gros caractères braille. Une phrase imaginée par ces élèves de cette classe d'inclusion scolaire. Vis la vue du bon côté.
C'est pour attirer la vigueur. Il y en a qui vont dire oh là là, non mais t'es malvoyant, c'est horrible, moi je sais pas comment j'aurais fait à ta place. Et ça c'est quelque chose qui m'énerve particulièrement parce que c'est pas parce qu'on est malvoyant qu'on peut rien faire. Ces mots, posés sur le plexiglas, sont émergés après plus d'1 an de réflexion avec le graffeur nantais The Blind. Une invitation au décodage qui demande un effort aux spectateurs. C'est l'essence même du travail de l'artiste. Me moquer des gens qui pensent avoir tout dans leurs mains et tout gérer, je sais tout, machin. Et en fait, face à ça, face au braille, face au visible, illisible, tu vois, le côté jouer aussi sur l'invisibilité, joue sur tous ces termes-là, les gens, ça les dérange et ça les déroute, quoi. Et ça me plaît. Cette petite provocation n'a rien de gratuit. Elle permet à ces adolescents de mieux apprivoiser cette langue qu'ils doivent encore s'approprier. C'est accent aigu et point d'exclamation. Ce projet, c'était montrer que le braille n'allait pas les enfermer dans quelque chose, mais il pouvait les ouvrir vers les autres. C'était un moyen de communication, au même titre que le noir. Et le travail justement de The Blind est intéressant parce qu'il montre que le braille, c'est aussi un moyen de toucher les gens. La fresque sera exposée dans le hall de la mairie de Grenoble du 14 au 23 novembre. C'est le mois de l'accessibilité. À l'occasion du festival de la BD de Chambéry, nous vous proposons de découvrir des auteurs de notre région avec ce soir un coup de projecteur sur le dessinateur suisse Bernard Cauzé. Il s'est fait connaître avec les aventures de Jonathan dans les années 70. Il a depuis signé de très belles séries où la montagne et le voyage tiennent une grande place. Reportage Céline Aubert avec Yves-Marie Glo. Pour une fois, j'avais envie de m'affronter au noir-blanc. Et donc je dessine d'une autre façon. Je considère que le noir et le blanc, là, sont comme 2 couleurs. Donc il y a des éléments noirs et des blancs. Et je joue avec ce duo sans aucune concession. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas de petite hachure. C'est binaire. Dans cette nouvelle histoire, il est question de rencontre et de premier amour. Comme souvent dans les bandes dessinées de Bernard Cauzé. Édité pour la première fois dans le journal de Tintin en 1975, Cauzé se fait connaître avec Jonathan. Ce héros l'accompagnera durant 16 albums. J'aimais la montagne, j'étais intéressé par ce qu'on appelle la spiritualité, enfin les traditions asiatiques. Et j'avais lu Alexandre David Neal, Tintin au Tibet. Et ça a donné ce personnage amnésique qu'on a retrouvé au Tibet, perdu entre le Népal et le Tibet. Sa façon d'écrire, Cauzé l'a expérimenté avec les premiers Jonathan. À l'époque, il y avait très peu de photographies du Tibet. Il fallait bien se rendre sur place. Depuis, c'est ainsi qu'il débute l'écriture d'un scénario, par le voyage et les croquis. Cela donne de sublimes paysages en toile de fond. La montagne est souvent présente, presque comme un personnage. Il y a quelque chose que j'aime en tant que dessinateur, que j'adore dans la montagne, dans la haute montagne, c'est que on approche de l'abstrait en fait, parce que vous avez quoi? Vous avez des rochers dans la neige, et c'est des formes qu'on pourrait qualifier de gratuites. Si vous dessinez un animal ou des personnages humains, il y a une certaine logique dans le figuratif, il faut que ce soit dessiné juste. Si ce sont des rochers dans la neige, toutes les formes sont permises. J'aime bien cette liberté qui m'approche de l'abstrait. De splendides ballades et de très belles séries. Kate, primée au Festival d'Angoulême. Le poignant voyage en Italie, ou encore À la recherche de Peter Pan, qui nous transporte dans les Alpes valaisannes de 1930. Il y confie son vieux rêve, dessiné pour les studios Disney. Il y a 3 ans, la carrière de Cauzé prend justement un tour inattendu. L'éditeur grenoblois Jacques Glénat lui demande de dessiner un album de Mickey. Si le style reste celui des années 20, le scénario est culotté. Le héros part sur les traces d'une inconnue rencontrée dans un train, sa future fiancée, Minnie. Dans l'univers de Mickey, en bande dessinée, il n'y a jamais eu de longue histoire qui parle de Mickey lui-même. C'était toujours Mickey cowboy, Mickey chercheur d'or, Mickey cosmonaute, détective. Et là, j'ai essayé de m'approcher de Mickey lui-même en tant que personnage. Depuis, Cauzé n'a qu'un désir, dessiner un nouveau Mickey. Son second scénario est à l'étude. Chez Glénat, d'autres albums ont été édités, celui de l'auteur grenoblois Nicolas Keramidas et très bientôt, celui de Régis Loisel.
Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo pour l'édition nationale. Demain à midi, vous retrouverez Daniel Despins. Aurélie Massé sera là à 19h. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.